J'ai clairement sous-estimé l'hiver à Hokkaido. La JR Tower de Sapporo et le lac Shikotsu. En tout cas, le coin est très beau. Qu'est-ce qu'on est bien. C'est une seule fois dans notre vie, j'ai décidé que j'allais quitter Sapporo. Salut, moi c'est David. Malgré 2 road trips de plus de 12 000 km à travers le Japon, j'ai fini par comprendre que je n'en avais vu que la surface. Alors je suis revenu pour y vivre pendant 1 an. Cette fois, j'explore le Japon autrement, plus lentement, plus en profondeur, à la recherche de ce qui échappe au premier regard. À travers mon aventure de photographe outdoor, je te partage mon voyage, mes découvertes et mon quotidien dans cette série que j'ai intitulée Ryugen. Je pense pouvoir dire que le printemps est officiellement à Sapporo. Et les cerisiers ont même un petit peu d'avance sur les prévisionnels. Elles sont toutes belles les fleurs de sakura blanches. Aujourd'hui, il y a quand même un vent de tous les diables, c'est assez fou même. Et je pense que je vais profiter de cette journée pour faire la vidéo que je traîne à te sortir depuis plusieurs semaines. Mon bilan après 1 mois au Japon, qui se transforme même maintenant à mon bilan après 1 mois à Sapporo. Le spot est très sympa. Je suis en train de longer la rivière du doux nom de Kotoni Asamugawa et je vais me rendre à un canal qui part du centre-ville et qui va jusqu'à l'océan sur lequel il est censé y avoir pas mal de cerisiers. On va aller voir ça et je pense qu'on terminera la journée par le Maruyama Park où c'est normalement le spot le plus réputé de Sapporo. Pour voir tout ça, en espérant que je me casse pas la gueule à cause du vent d'ici là. Mais je suis content parce que je l'expliquerai un petit peu plus dans la vidéo, mais je quitte Sapporo et j'avais peur de rater les sakuras de Sapporo avant de partir. En plus des sakuras, on est en pleine saison de floraison des magnolias et là je suis tombé dans une rue où les propriétaires ont mis un magnolia et un cerisier juste à côté, ce qui fait que les fleurs se mêlent. Et j'ai une petite dame japonaise qui m'a vu un petit peu intrigué, je lui ai demandé ça c'est sakura, elle m'a dit oui, et là elle m'a dit obushi pour magnolia je pense. Mais c'est trop cool parce que vraiment la fleur de magnolia elle est tellement imbriquée dans la branche de sakura qu'on dirait que les deux se mêlent et je trouve ça trop cool, c'est trop beau. Bon par contre le magnolia il explose. Alors, autant celui de là-bas, il était tout blanc, c'est formidable. Elles ont une couleur, mais tellement rose. On dirait des bonbons. Après, ça donne envie de le décrocher et de le manger. Mais on va pas faire ça. Déjà parce que ça doit être dégueulasse. Et de deux, parce que ça se fait pas. C'est tellement éphémère qu'on va les laisser tranquilles. Ok. Je suis arrivé à mon premier objectif, Shinkawa-dori Street, le long de la Kotoni River. J'avoue, c'est sympa, c'est très beau. Et pour le coup, cela il me rappelle énormément ceux de Tokyo, ce qui est une transition parfaite pour vous parler de ma première semaine au Japon, parce que le premier jour à Tokyo, c'était sous les sakuras aussi. On est arrivé le 7 mars à Tokyo et directement on a pu profiter des sakuras. On est allé au quartier Koto, à la rivière Oyokogawa, et là on a pu découvrir la variété Harumeki Sakura, qui est plus rose et plus précoce que la Somi Yoshino, celle qu'on connaît tous, qui a des pétales blanches et qui va fleurir un petit peu plus tard dans le mois. Pas loin à côté, il y avait la Tokyo Skytree. On a décidé d'y faire un tour et de monter à l'observatoire à 350 mètres d'altitude. Il y a une vue à 360 degrés sur toute la ville, c'est exceptionnel. C'est un de mes points favoris à Tokyo. Et ce jour-là, outre le fait que la tour était aux couleurs des sakuras, on a même pu voir le mont Fuji au loin, ce qui n'est pas toujours évident. Les jours suivants, on a exploré un petit peu différents quartiers comme Shinjuku, Shibuya, Roppongi évidemment. Et un qui m'a marqué, c'était Hamamatsucho, puisqu'on est passé par le temple Sozoji sans trop s'arrêter, sous la Tokyo Tower sans trop s'arrêter également, mais là où ça a été intéressant, c'est au quartier Azabudai. On est monté au Sky Lobby, au 33e étage, qui n'est accessible que si tu achètes une pâtisserie. Et de là, on a pu profiter d'une vue magnifique sur la Tokyo Tower de nuit, alors que la ville s'illuminait. C'était un point de vue incroyable et j'ai trop adoré. Le jour suivant, on a visité Kamakura, à 1 heure au sud de Tokyo, dans la préfecture de Kanagawa. C'est une ville très touristique et on l'a très vite ressenti. À peine notre arrivée, il y avait du monde partout. On s'est vite éloigné du centre-ville et de la foule pour aller d'abord visiter le Jufukuji, un vieux temple construit dans les années 1200 par Hojo Masako, l'épouse du premier shogun Minamoto no Yoritomo. Et ce qui m'a particulièrement plu dans ce temple, c'est sa magnifique allée de pins et de cèdres qui amène de la rue jusqu'au bâtiment principal.
On est ensuite allé voir le Tsurugaoka Hashimangu, c'est le sanctuaire principal de la ville, et son style architectural Gozen-zukuri, reconnaissable par sa couleur rouge vermillon, m'a vraiment émerveillé. Il faut monter 61 marches pour aller au Hongu, le bâtiment principal qui abrite la divinité Hachiman, dieu de la guerre et protecteur du Japon. C'était un endroit absolument magnifique, mais blindé de monde. Ça a un petit peu entaché notre expérience. Pour finir la journée, on est descendu le long de l'avenue Dankazura jusqu'à la plage Yuigahama et sa vue sur la baie de Sagami. De là, on a vu des centaines d'écoliers, de lycéens, très certainement en train de terminer leur année, venir et s'amuser pour finir la journée et observer le coucher de soleil. C'était vraiment magnifique. Le lendemain, direction le parc Ueno, malgré une météo assez capricieuse, pour apprécier la beauté du Toshogu Shrine. Honnêtement, c'était la 3e fois que je venais à Tokyo et j'y étais jamais venu dans ce parc. Je ne sais pas pourquoi. Le lendemain, le 14 mars, on a décidé d'explorer Haneda. Et je ne pensais pas qu'on y trouverait le Hanamori Inari Shrine, qui est dédié à la protection des voyages en avion. Et c'est là que j'ai pu y acheter mon Goshinsho rouge aux couleurs de la JAL, que je trouve absolument sublime. Le Goshinsho, c'est un carnet spécial dans lequel tu peux inscrire les Goshin. Ce sont des sortes d'inscriptions manuscrites la plupart du temps, faites par les prêtres dans les temples et les sanctuaires, prouvant ta venue dans les lieux. C'est aussi une sorte de protection et tu peux remplir des carnets entiers de ce genre de tampons. Personnellement, j'en fais la collection, j'en suis à mon 3e Goshinsho et je ne m'arrêterai pas. Le soir, on a profité d'une promenade sur la Tamagawa River, d'où on a pu avoir un coucher de soleil sublime sur le mont Fuji. Et on a terminé la soirée en visitant, malgré qu'ils étaient fermés, les temples Shozoin et le Haneda Shrine. Mais c'est marrant parce que vu qu'on est à Haneda, les sanctuaires sont spécialisés dans la bonne fortune et la bonne aventure pour les voyageurs. C'est pour ça que les Ema, qui sont très belles d'ailleurs, comportent des avions. Là, c'est un avion de grande ligne avec le Fuji, le soleil levant et le Tori. Le lendemain donc, un vol assez rapide nous a amenés jusqu'à Hokkaido. On a fêté notre arrivée avec un ramen comme il se doit et ce fut donc le point de départ de ce mois à Sapporo. C'est sûr que cette semaine à Tokyo, elle a été quand même assez bien remplie, mine de rien. Mais bon, finalement, quand on est arrivé en Hokkaido, le plus gros choc qu'on a eu, ça a été la différence de température. On est sorti de Tokyo où c'était complètement le printemps. On est arrivé en Hokkaido, c'était l'hiver. On a perdu genre 15 ou 20 degrés. On est passé de journées où on se trimballait en t-shirt à 70 cm de neige dans les parcs encore. Une végétation complètement au ralenti. On se croyait dans un tout autre pays, quoi. Bon, et bien nous nous réveillons aujourd'hui, lendemain du premier jour de printemps, donc le 2e jour de printemps, et le blizzard a sévi toute la nuit, et nous nous réveillons sous la neige, sous un bon 10-15 cm de puff, de poudreuse, et je comprends pourquoi cette région est réputée pour avoir une poudreuse si exceptionnelle, c'est parce que c'est de la farine. C'est littéralement de la farine. Ça ne nous a pas empêché de bien profiter, notamment de Sapporo en elle-même, qui est une ville, bon, quand même 5e ville en termes de population, 3e ville en termes de superficie. Alors 3e ville en termes de superficie, parce qu'il y a une grande partie de la ville qui est comprise dans les montagnes, donc ça triche un petit peu. Mais il y a des coins qui sont vachement sympas quand même à visiter. En fait, il y a le parc Odori, c'est un petit peu l'activité principale de la ville. La seule fois où j'ai voulu y aller, enfin, c'est pas la seule fois où j'ai voulu y aller, parce que le parc Odori, j'y vais souvent, mais la seule fois où j'ai voulu aller à la TV Tower, en fait, il y avait trop de vent. On sortait d'un blizzard qui nous avait foutu 20 cm de neige sur les routes, et trop de vent, impossible de monter. Bon, et bien comme quoi ça ne se passe pas toujours comme prévu, il y a trop de vent. Il y a trop de vent, ce qui fait que l'observatoire est fermé, donc impossible de monter à la TV Tower. C'est pas grave, on va se rabattre sur Aurora Town, qui est sous le parc Odori, et qui est une rue couverte sous le parc Odori, où il y a plein de commerces, de restos et de boutiques.
Du coup, on est sorti à la station Odori de Sapporo et on s'est arrêté dans le café Andersen, spécialité danoise et française, et on mange avec le cuistot qui est en train de préparer les prochaines fournées. Le boulanger, pas le cuistot, mais voilà. C'est très très beau. Bon, par contre, clairement, ils ont un truc avec les emballages parce que ça là. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'en avoir deux? Donc bon, après on déambulait un petit peu dans la ville. Un que j'ai particulièrement apprécié à chaque fois que j'y suis allé, parce qu'au final j'y suis allé plusieurs fois, c'est la JR Tower T38. C'est un observatoire qui est au-dessus de la gare et depuis lequel on voit tout Sapporo, 360 degrés et même beaucoup plus loin encore puisque c'est quand même assez haut, je crois que c'est à... Non, je vais pas dire que je crois que c'est à 90 mètres de haut, parce que je dirais une grosse connerie. Donc je vais juste afficher la hauteur exactement là. Et ça, on y est allé plusieurs fois, c'est vrai. Et à chaque fois, c'est un vrai plaisir. Nous sommes actuellement à la Tokyo, pas du tout, à la JR Tower de Sapporo, l'observatoire T38. Et c'est très 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 beau. Très très beau. Toutes les montagnes là, avec le soleil qui se couche. J'aime beaucoup. Alors j'avoue que autant l'année dernière, j'avais pu faire la Sapporo TV Tower en automne, mais la vue là, elle la bat à plat de couture. C'est sublime. J'avoue, c'est pas l'endroit où j'aurais pensé faire ma petite affaire au Japon. Au-delà de la JR38, il y a eu un truc qu'on a fait. Pendant 2 jours, on a loué une voiture et on a fait un petit road trip autour du lac Shikotsu. On a terminé la première journée autour du mont Niseko et ça, c'était une journée absolument incroyable. On l'a fait avec Mathieu de la chaîne Ninetale Fox qu'on a rencontré par les réseaux sociaux et c'était vraiment trop cool. Et ça aussi, je trouve que ça mérite sa petite parenthèse. Donc voilà l'histoire de 2 jours de road trip en Hokkaido, proche de Sapporo. Du coup, avec ce petit bolide qu'on a loué à peu près 50 € par jour, on a déjà visité le mont Yotei et le lac Shikotsu. Et c'était génial, il y avait de la neige partout, les lumières étaient absolument folles, enfin, on se croirait pas au Japon. On se croirait dans un pays nordique style la Norvège ou la Groenland, mais on se croit vraiment pas au Japon ici en Hokkaido. Et donc la visite du lac Shikotsu, elle a commencé par rouler sur la route 453 qui sillonne les montagnes. On s'est arrêté d'abord à l'observatoire Poropinaï et son parc en contrebas. De là, on observe des biches qui vivent en grand nombre dans le Shikotsu Toya National Park. C'est génial de pouvoir en voir autant en si grand nombre et en liberté. La vue sur le lac, elle est magnifique aussi. On s'attarde pas trop et on continue jusque Shikotsuko Onsen, un village touristique et qui est le principal arrêt et le principal point de vue sur le lac. Bon, on est au lac Shikotsu, mais le visitor center est fermé, donc heureusement qu'on a accès à dehors et à la nature, parce que sinon, ça explique pourquoi le parking est gratuit, c'est sûr, mais bon. Si c'est gratuit, c'est que c'est fermé, voilà, comme ça au moins... On traverse Yamansen Bridge, pont construit à l'époque de Meiji pour le transport du bois qui rappelle l'histoire industrielle de la région, et on arrive au Shikotsu Water Park et son incroyable panorama. En tout cas, le coin est très 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 beau. On y voit donc le lac et son eau cristalline, régulièrement classée comme eau étang la plus pure du Japon. Formé il y a 40 000 ans par une éruption volcanique, c'est le 2e lac le plus profond du pays, avec 363 mètres sous la surface. Anecdote, cette profondeur permet à l'eau du lac de rester relativement chaude et de ne jamais geler totalement malgré les hivers rigoureux d'Hokkaido. À l'horizon, on peut voir les gardiens du lac, les volcans Eniwa-dake au nord et Fupuchi-dake et Tarumae au sud, ce dernier étant même toujours actif. On s'est trouvé un petit restaurant où on a tenté le repas en mode tatami. On a dû enlever les chaussures, évidemment, et on va manger en mode tatami. Départ ensuite au sud par la route côtière 276. À mi-chemin, on s'arrête à Kinoko Okoku Otaki, un magasin de souvenirs.
D'habitude, sur les routes du Japon, j'ai plus l'habitude de m'arrêter dans les Michi-no-eki, qui sont des sortes d'aires d'autoroute dans lesquelles on peut retrouver facilement des restaurants, des toilettes et des boutiques de souvenirs, notamment des marchés locaux ou tout simplement de l'artisanat local. Mais cette fois-ci, c'était simplement un restaurant et un magasin de souvenirs. La route continue ensuite et vers Kimobetsu, on voit enfin le mont Yotei qui se dessine, ainsi que son jumeau, le mont Shiribetsu. On décide de suivre la route qui fait le tour du volcan en marquant des arrêts pour faire quelques photos. Ça fait plaisir d'être là, ça fait du bien d'être là, c'est beau. Le mont Yotei est surnommé le Fuji d'Hokkaido, en raison de sa ressemblance et de sa symétrie similaire au mont Fuji. C'est un stratovolcan de 1898 mètres. Il s'élève brusquement au milieu de la plaine, sans autre sommet autour pour lui faire de l'ombre. Au nord-est, on arrive à Kyogoku, où on visite le petit sanctuaire Kyogoku Hachiman et son point de vue sur le mont Yotei. Il y a encore beaucoup de neige, nos pas s'enfoncent, c'est pas évident. Mais le résultat et le point de vue qu'on obtient, après ces quelques efforts, vaut la peine. La journée continue et la route aussi. On passe par la ville de Kuchan au nord-ouest avant de redescendre au sud par la route numéro 5 jusqu'à Niseko. De là on s'arrête sur un vrai Michi-no-eki, de quoi découvrir sa boutique et son point de vue sur le mont Yotei, qui se couvre d'une couleur jaune en cette fin de journée. De là on se dirige par la route 66 pour profiter des derniers points de vue et des derniers rayons de soleil avant de rentrer. Je suis particulièrement content des photos que j'ai pu faire ce jour-là, et ce, jusqu'à la tombée de la nuit, de par le calme et l'apaisement qu'elles me procurent quand je les regarde. Le lendemain, deuxième jour avec la voiture, on visite le Sapporo Ainu Culture Promotion Center sur la route 230. On a fini le musée des Ainu, qui était pas grand, 350 yens chacun, c'est plus que suffisant parce que clairement il y avait un petit hall, c'était un centre d'interprétation de la culture Ainu. Intéressant, mais voilà. Je le conseille si t'as le temps et si t'as rien d'autre à faire. Ouais, si t'as vu Golden Kamuy et que t'as kiffé, ouais pourquoi pas, mais disons qu'y aller là-bas sans voiture, je sais même pas si c'est possible. Clairement tu fais vraiment le musée en moins d'une demi-heure et je pense qu'en transport en commun il faut facile 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures depuis le centre de Sapporo pour y arriver. Puis on arrive ensuite au Sapporo Lake, aussi appelé le barrage de Jozankei, dont la surface est encore totalement gelée. Effectivement, on a fait le musée Ainu, c'était pas le musée du siècle, mais le lac Sapporo, on passe dans la montagne et dans la vallée, il y a encore énormément de neige, il est entièrement gelé, encore recouvert de neige, c'est magnifique. On décide de rouler jusqu'à Otaru, sans réellement l'envie de visiter la ville, car on est pris par le temps avant de devoir rendre la voiture le soir même. On est quand même allé au cap Takashima, d'où la vue est impressionnante au nord sur les montagnes Machike, à l'ouest sur la péninsule Shakotan et à l'est sur Otaru bien sûr, mais aussi Sapporo à l'horizon. Avant de repartir, on visite Ebisu Shrine, un sanctuaire dont la divinité protège les pêcheurs. Arrivé au coucher de soleil, en rentrant sur Sapporo, on s'aventure sur la Otaru Dream Beach et sa vue sur la Ishikari Bay, marquant ainsi la fin de cette petite aventure, aux couleurs d'un coucher de soleil orange magnifique. Et donc au final, après ces 2 jours, l'excitation est un petit peu redescendue. Il a fallu se mettre à de l'administratif, parce que bon, 1 an en PVT au Japon, ça demande un petit peu d'administratif, notamment ouvrir une ligne téléphonique, ouvrir un compte bancaire, se déclarer à la sécurité sociale, se déclarer en tant que résident. Donc tout ça, c'est un sacré bordel. Dans l'ordre, il a fallu commencer par s'enregistrer à la mairie. Et alors ça a été long. Je ne vais pas dire un enfer, mais le fait est que le Japon ne parle pas anglais. Ça, on le sait. C'est nous qui sommes censés savoir parler un minimum japonais. Mais c'est vrai qu'avoir quelques notions, ce ne serait pas de refus, et les notions, ils ne les ont pas. Et à la mairie, ils avaient à peine les traducteurs, donc ne serait-ce qu'à faire enregistrer notre adresse sur la Zaryou Card, ça a été un petit peu long. Surtout pour moi, la deuxième étape, c'était de s'enregistrer à la sécurité sociale. Ça a été, là par contre ça a été un véritable enfer. J'avais une personne qui voulait très bien faire son travail et qui voulait me faire absolument comprendre d'une certaine manière quelque chose que je savais déjà. C'est-à-dire
il faut payer les cotisations au combini tous les mois. Je le savais, il n'avait pas forcément compris que je le savais, j'avais compris qu'il ne comprenait pas que je le savais. Du coup, c'était long, mais bon, c'est pas grave. Après ça, du coup, j'ai voulu ouvrir une ligne téléphonique. Et là, mon calvaire a commencé. Je suis allé à Yodobashi, à côté de la gare. Premier rendez-vous, je m'inscris, sauf qu'il faut, pour ouvrir une ligne, mettre un numéro de téléphone japonais comme référent. Je suis nouveau venu, ça fait 1 mois que je suis là. Le principe de vouloir une ligne téléphonique, c'est que j'ai pas de numéro de base. Donc ça a été un petit peu compliqué. Au final, je me suis débrouillé, j'ai mis un numéro... j'ai mis le numéro d'une agence de location de van avec qui je m'entends bien. Voilà. Sauf que je crée mes identifiants, je reçois les mails de confirmation, et là, la vendeuse doit accéder à mon compte perso, à mon compte que l'on vient de créer ensemble, pour pouvoir continuer les démarches. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas pendant 15 minutes. Elle me demande de remettre mes identifiants, ça mouline, ça ne marche pas. 15 minutes de plus, elle va chercher une deuxième tablette, elle me demande de me réidentifier 2, 3, 4, 5 fois. Et cette histoire, ça dure 1h30, 2h. 1h30, 2h, à tous les 15 minutes, changer d'équipement, essayer de me réidentifier, et ça mouline dans le vent. Donc là, elle me dit qu'il va falloir repasser plus tard, parce que certainement qu'il y a un bug de réseau. Je lui dis très bien, je reviens dans 2 jours, que ça c'était la veille de partir en road trip avec la voiture. Je reviens 2 jours plus tard et le calvaire continue. Déjà le premier bug, elle n'arrive pas à s'identifier en tant que vendeuse auprès de la tablette, qui était quand même déjà assez comique. Elle n'arrive toujours pas à accéder à mon compte malgré les identifiants, donc on réessaie avec plusieurs tablettes, avec plusieurs trucs, avec plusieurs fois on essaie avec les identifiants, c'est très très long, ça dure plus d'1 heure encore une fois. Appelle le service client, ils arrivent à débugger un petit peu le truc, on accède à mes informations, enfin on accède enfin à mon compte. Et là, elle me dit bon, c'est pas le bon numéro que vous avez inscrit au début. En fait, il fallait mettre un numéro de téléphone portable et j'avais inscrit un fixe. Donc j'ai mis la gérante de l'agence de location avec laquelle je m'entends, donc là tout est bon. Normalement, ils sont pas censés les appeler ni leur envoyer de numéro, mais il fallait inscrire un numéro de téléphone japonais pour ouvrir une ligne de téléphone japonaise. J'ai pas compris. Bref. Le fait est que j'ai enfin un numéro de téléphone japonais qui me sert quasiment à rien puisqu'en fait c'est juste un numéro pour pouvoir ouvrir un compte bancaire. Mais j'avoue qu'après toutes ces péripéties, j'ai pas eu la foi d'ouvrir un compte bancaire. D'autant plus qu'il s'est passé quelque chose qui m'a un petit peu miné le moral. On a décidé de se séparer avec ma copine. On a choisi des chemins différents elle et moi. Donc je me retrouve tout seul à Sapporo. Et je dois avouer que je le vis un petit peu mal, d'autant que cette ville a un printemps très 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 tardif, ce qui fait que je me retrouve à retourner un petit peu toujours dans les mêmes lieux, le printemps n'arrive pas, les sakuras n'éclosent pas, et je commence à me poser des questions sur est-ce que je dois rester ici ou pas. Alors il y a des tas de choses superbes à faire à Sapporo, et je me suis régalé, mais je me suis demandé si c'était vraiment là qu'était ma place. Au début, je suis venu à Sapporo parce que j'avais beaucoup aimé la ville lors de mon dernier road trip, en automne dernier. J'avais trouvé les paysages de l'Hokkaido absolument magnifiques, et je m'étais mis en tête que je voulais venir en Hokkaido et documenter les 4 saisons de l'Hokkaido en y habitant. La réalité m'a rattrapé un petit peu et c'est vrai que Sapporo est une ville du Japon très différente des autres villes du Japon que j'ai pu visiter. Bon, Tokyo, on est d'accord pour dire que c'est déjà une ville différente de tout le Japon de par le fait que c'est gigantesque, c'est une mégalopole, c'est dynamique, c'est moderne, tout ce que tu veux. Kyoto est très ancré dans les traditions, Osaka est très ancré dans la gastronomie et le culinaire. Sapporo est très ancré dans une sorte de... Comment dire ? Elle est dictée par les éléments, c'est-à-dire qu'elle subit des hivers enneigés très rigoureux et ça se ressent dans l'austérité de la ville. Les bâtiments sont un petit peu ternes, les bâtiments sont pas très vieux comparés au reste du Japon traditionnel puisque Sapporo a moins de 150 ans et elle a été construite en damier avec l'aide des agriculteurs américains qui sont venus aider le Japon à coloniser de manière agricole les terres de l'Hokkaido. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une ville très jeune comparée aux autres villes du Japon et qui déborde pas de richesses culturelles telles que des temples magnifiques, des sanctuaires dans tous les sens, des maisons vraiment traditionnelles. Je voudrais apporter un petit peu de nuance dans ce que je dis dans cette vidéo, notamment au moment où je suis à Maruyama Park. Je me plains entre guillemets que Sapporo n'a pas beaucoup de richesses culturelles, de sanctuaires et de temples. Et finalement, je suis pas très d'accord avec ce que je disais parce que depuis j'ai pris le temps sur les derniers jours de visiter Sapporo plus en profondeur, plus en détail, et j'ai découvert pas mal de temples et pas mal de sanctuaires qui valent vraiment le coup. Donc j'aimerais les introduire maintenant et te les présenter. Il y a notamment Hokkaido Shrine, forcément, qui est le plus impressionnant et le principal sanctuaire de la ville, mais il y a aussi des moins connus comme le Suwa et d'autres encore plus méconnus qu'il faut aller vraiment chercher dans des parcs un petit peu excentré du centre-ville. Je te laisse avec ça et on reprendra la vidéo juste après.
pas de château. Bon, celui de Tokyo a été détruit pendant les bombardements, mais Osaka a un château magnifique, Nagoya a un château magnifique, Hiroshima a un château magnifique. Il y a des châteaux dans tous les sens et moi j'adore les châteaux. J'adore les châteaux, les sanctuaires et les paysages montagneux. Alors Sapporo et les paysages montagneux, c'est pas trop ça, même s'il y a de magnifiques montagnes avec la montagne Teine qui est pas loin, le mont Moiwa et tout ça, mais c'est pas encore ça. Pour trouver des bonnes et grosses montagnes, il faut aller péter du côté du Daizutsan National Park. C'est pas la porte à côté, c'est du côté de Furano, de Bei, et ça j'y suis pas encore allé. Mais le fait est que tout ça réuni, j'ai commencé à me poser la question sur la viabilité de mon projet, tout simplement, de faire les 4 saisons en Hokkaido. Et je me suis dit, un PVT c'est 1 an, c'est une seule fois dans notre vie. Je ne sais pas si je pourrais rester plus longtemps ensuite au Japon, parce que les conditions des visas supplémentaires sont un petit peu compliquées, surtout avec la politique d'immigration en ce moment. Donc j'ai décidé que j'allais quitter Sapporo. Je vais quitter Sapporo tout simplement parce que j'ai envie de retrouver un Japon un petit peu plus traditionnel, un petit peu plus chaud, un petit peu plus vivant et dynamique. Un Japon qui me correspond un petit peu plus. Je ne suis pas grande ville. Donc pour ma prochaine destination, je vais choisir une destination un petit peu plus à taille humaine. Et c'est pour ça que j'ai choisi Kanazawa pour poser mes valises. Kanazawa, on l'appelle la petite Kyoto. Et je l'ai déjà visité 2 fois. Et à chaque fois, je suis émerveillé par la beauté de cette ville. Elle a des quartiers de samouraïs préservés parce qu'elle n'a pas été bombardée par les Américains en 1945. Elle a un château sublime. Elle a des sanctuaires magnifiques. Elle a l'un des plus beaux jardins botaniques du Japon. Elle est en bord de mer. Elle a les montagnes pas loin. C'est la préfecture d'Ishikawa, il y a des trucs à faire. Il y a Fukui pas loin, Gifu, Toyama, Nagano, vraiment pas loin, à portée de train, à portée de bus, à portée de voiture si j'arrive à en acheter une. Et ça aussi, c'est un des objectifs. Je voulais acheter une voiture ici. Je ne l'ai pas fait, je vais attendre d'être à Kanazawa pour le faire. Donc là, à l'heure où je tourne la vidéo, les sakuras sont en fleurs à Sapporo. Et ça, je suis content parce que j'avais peur de déménager de Sapporo avant de pouvoir les voir. Donc ça, je suis très très content de pouvoir assister à ça. Et je suis d'autant plus content que sur le prévisionnel annuel, ils ont une petite semaine d'avance. Sachant que mon billet d'avion est samedi et qu'aujourd'hui on est lundi, je suis très très content de pouvoir assister à ça. Le temps est magnifique, le vent s'est enfin calmé parce que depuis ce matin, il souffle comme c'est pas permis. Là, je suis au Maruyama Park. Les cerisiers sont magnifiques. C'est pas là où je les ai vus les plus beaux. Je les ai vus les plus beaux ce matin à la Kotoni River, quartier Kotoni donc forcément. Et là-bas, ils étaient explosifs, ils étaient majestueux, ils étaient magnifiques. Là, soit ils sont un peu tardifs, un peu timides, soit ils sont un petit peu fatigués. Ils sont pas aussi énormes que ceux que j'ai vus à Kotoni. Passé à l'université de l'Hokkaido aussi. Il n'y a pas un seul cerisier, mais l'université elle est plus connue pour son allée de ginkgo biloba qui sont plus intéressants à voir à l'automne. Quand les feuilles deviennent jaunes et qu'elles commencent à tomber, là c'est magnifique. Ce spectacle, je l'avais vu à mon road trip dernier à Tokyo, à côté de la Diète, qui est le parlement japonais. Là-bas, ils ont aussi une allée de ginkgo biloba qui est absolument magnifique. J'y étais allé et c'était sublime, les couleurs étaient incroyables, mais j'avais beaucoup aimé. Donc l'université d'Hokkaido, elle est connue pour les ginkgo et pas forcément pour les sakuras. Mais les 3 spots connus et reconnu à Sapporo, c'est la Kotoni River. Odori Park, pareil, il n'y en a pas tant que ça, j'ai été très déçu. Et le Maruyama Park, où je suis présentement, avec l'allée devant le Hokkaido Jinju et ce petit parterre, cette esplanade sur laquelle il n'y a que des cerisiers. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. J'étais arrivé avec un projet et j'étais arrivé à 2. Je continue tout seul et je change mes plans parce que j'ai envie de profiter de cette année au Japon du mieux que je peux en visitant un maximum de châteaux, en visitant un maximum de sanctuaires, en ayant mes petites habitudes dans une ville à taille humaine, dans une ville dans laquelle je me sens bien, dans une ville dans laquelle je vais essayer de développer mon business photo et dans une région qui offre beaucoup d'opportunités de randonnée, de visite, de découverte, de patrimoine. J'ai envie de m'éclater. Et c'est vrai que ce premier mois à Sapporo m'a beaucoup plu parce qu'il y avait de la neige et que j'aime ça, mine de rien, j'aime les paysages hivernaux. Mais c'était un petit peu maussade et je me suis un petit peu ennuyé, je pense. Et comme j'ai pas envie de m'ennuyer cette année, je change mes perspectives, je change mes attentes. Je vais profiter de cette dernière semaine à Sapporo. Il me reste 2-3 choses à faire ici. Je pense que la prochaine fois que je prendrai la parole, je serai à Kanazawa. En tout cas, ce mois passé à Sapporo et dans la petite partie Hokkaido autour aura quand même été super intéressant. Je suis très content d'être venu. Je suis très content d'avoir atterri ici, d'avoir fait le choix de venir ici parce que j'ai quand même vu les paysages enneigés et je voulais les voir. Donc je regrette pas le move, mais j'ai pas envie de regretter de rester. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Je te dis à la prochaine à Kanazawa. Et en attendant, moi, je vais finir mon café et je vais continuer de faire des photos. Parce qu'on n'est pas venu ici pour être là, comme qui dirait l'autre. Allez, salut!
J'essaie d'écrire mon nom en japonais. Mais c'est pas évident. Le fuseau horaire du Japon, merdique. Là on discute parce qu'on a commandé ça, il y a des 6 pauvres petits morceaux de viande. Là d'accord, là. C'était pas nous, c'est parti loin. Pas mal non. C'est encore japonais. Et mal la taille de la box de beurre qu'elle m'a mis.